Allez. Je vais vous laisser parler, hein, Serge, parce que j'ai la quinte de tout qui arrive. C'est pas le Covid, je vous promets, j'ai été testé, tout est bon. On va parler fake news. Absolument. Nous recevons, pour en parler, un chasseur de complots et un traqueur de complotistes, Rudi Reichstadt, qui va venir s'asseoir à côté de nous. Bonjour Rudi Reichstadt, vous êtes le responsable de l'Observatoire du conspirationnisme. Oui, absolument. Donc, très intéressant, l'opium des imbéciles. Alors voilà, on va voir tout de suite. Il y a eu un sondage fait par l'IFOP sur les complotistes et les théories complotistes qu'on va voir à l'écran. En tout cas, on va voir trois extraits de ce sondage. Par exemple, il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Il y a quand même un Français sur 5 qui en est convaincu. C'est ça, et c'est plus qu'il y a quelques années. On a eu la même question en 2016. 2014, ils étaient 16%. Donc on a une progression sur ces items-là, très clairement. Sur plusieurs de ces items, plusieurs de ces complots, oui. La progression s'observe de la même manière. C'est difficile à dire parce qu'on ne dispose pas de chiffres pour toutes les théories du complot concernées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a une vision du monde complotiste qui imprègne dans des proportions substantielles une part importante de la société française, de l'ordre d'un Français sur 5, un Français sur 4, selon l'endroit où on place le curseur. Donc c'est quelque chose qui traverse toute la société et qui n'est plus, en tout cas, cantonné à une petite sphère confidentielle de doudingue. Toutes les couches sociales ou pas ? Écoutez, oui, il n'y a pas de... Si vous voulez, le diplôme n'immunise pas, l'âge n'immunise pas. Oui, le régime scolaire, éducatif... Alors, ça n'immunise pas. Pour autant, on observe qu'effectivement, plus on est diplômé, moins on a tendance à y croire. Plus on est aisé, riche, favorisé, moins on a tendance à y croire. Plus on a le sentiment, par exemple, subjectif d'avoir raté sa vie, plus on a tendance à adhérer à des théories du complot. C'est intéressant aussi. Et également, il y a une corrélation qu'on observe très nette entre l'extrémisme politique, la radicalité politique, le fait d'être sympathisant d'un parti d'extrême droite d'abord, d'extrême gauche ensuite, et la capacité à adhérer à des théories du complot sur le 11 septembre, le complot sioniste mondial, les Illuminati, tout ce que vous voulez. Votre hypothèse, c'est pourquoi ça s'est développé de cette manière ? Il y a les réseaux sociaux, j'imagine. Oui. Quand je sais pas, il y a les 2 milliards de Facebook, évidemment. Aller jusqu'à 3 milliards. C'est un amplificateur. Bon, mais c'est pas uniquement ça. Écoutez, il faudrait faire une archéologie des idées, voir comment le relativisme, vous voyez, a pu... l'idée que la vérité n'existe pas, que chacun a sa vérité, a pu préparer le terrain, idéologiquement parlant, à ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le poids des acteurs de politisation, de ces théoriciens du complot, qui alimentent cette vision complotiste en permanence. Mais effectivement, ce qui est nouveau à notre époque, c'est quand même le contexte technologico-médiatique, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, le fait qu'on soit tous potentiellement des producteurs de contenu. Son, vidéo, écrit... Et des récepteurs, producteurs et des récepteurs. Mais voilà, ce qui vient compliquer les choses, du coup, on est aussi, si vous voulez, face à des gens qui potentiellement ont les pouvoirs d'un journaliste, mais ne sont pas journalistes. Mais est-ce que c'est un discours politique par défaut ? Oui, on peut le voir comme ça. On peut estimer qu'avec l'échec des grandes idéologies, les religions, les grandes idéologies séculières du XXe siècle, finalement, ça a libéré un espace. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, le complotisme vient réenchanter le monde, vient nous donner du merveilleux à croire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait que ça. Je pense aussi qu'il y a une efficace propre au conspirationnisme, qui est son effet de dévoilement. Finalement, la théorie du complot, elle a cet avantage qui est de vous donner une clé unique pour vous expliquer... Dit à qui profite le crime, quoi. Exactement, à qui profite le crime, et puis surtout, tout se met en place avec une seule grille de lecture, si vous voulez. Vous pouvez expliquer la Révolution française, les 2 guerres mondiales, le 11 septembre et l'assassinat de Kennedy, avec l'idée d'un complot sioniste mondial, par exemple. Vous voyez, donc c'est à la fois très satisfaisant pour notre paresse intellectuelle naturelle, et puis ça peut remplir une vraie fonction psychologique, narcissique, par exemple, l'idée d'avoir l'impression de faire partie d'un petit groupe d'initiés qui a compris le dessous des cartes, qui comprend ce qui se passe réellement derrière les apparences. Mais en même temps, la crise de la démocratie représentative, la défiance à l'égard des dirigeants, ça nourrit aussi... ça libère de l'espace.
mental pour ça. Absolument. Non seulement ça nourrit et ça prépare cette défiance, le terrain au complotisme, mais le complotisme vient en retour creuser le sillon de cette défiance. C'est un agent, Oui. vous voyez, comment dire, actif en fait de sape de la démocratie. Parce que finalement, et c'est un auteur pionnier dans les travaux sur le conspirationnisme qu'il disait, Richard Hofstetter, lorsqu'on vous répète matin, midi et soir que vos représentants démocratiquement élus sont en fait des marionnettes à la solde de puissances obscures, qui tirent les ficelles dans les coulisses, eh bien, cela nourrit l'idée que la démocratie est un théâtre d'ombre, que ces gens-là sont corrompus, et donc vous en arrivez, mais logiquement, fatalement, à remettre en cause la validité du système qui permet ça, donc de la démocratie libérale. Puisque vous parliez de marionnettes, on peut repartir sur ce sondage qui parle par exemple des Illuminati. C'est un autre exemple, puisque vous parliez de puissance supranationale. Les Illuminati cherchent-ils à manipuler la population? 27% quand même des Français sont d'accord. C'est une secte planétaire, quoi. Non, mais surtout que ça n'existe pas, les Illuminati. Ça n'existe pas. Il faut quand même commencer par ça. Ça n'existe pas. On est dans quelque chose d'onirique, un fantasme absolu. Oui, c'est Alice au pays des merveilles. Presque, si vous voulez, c'est une sorte de super franc-maçonnerie dont le mythe a été créé dans le sillage en fait, de la Révolution française par des auteurs violemment contre-révolutionnaires, réactionnaires, un jésuite qui s'appelait Augustin de Baruel, qui a ensuite fait son chemin notamment de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous est revenu par la sous-culture, si vous voulez, une sorte de folklore à la fois fait de rap et de références de toutes sortes, avec Internet, qui nous est revenu au cours vraiment des 2 dernières décennies. Ah oui, seulement c'est très récent en fait. Alors, en France, oui, on en parle. En France, oui, mais aux États-Unis, c'est plus ancien. Prenons l'exemple de Trump. Trump, une partie de son assise politique et idéologique, c'est que la plupart des complotistes américains votent pour lui. Mais Trump a fait son entrée en politique, rappelez-vous, avec une théorie du complot, avec l'idée que Barack Obama n'était pas américain, n'était pas né en Amérique, qu'il mentait sur son certificat de naissance. Et ça, on était ce qui était faux. Ce qui était faux. Ce qui était faux. Précisons-le. Et il a mené une campagne en 2016 très ouvertement complotiste, et ce qui aurait dû le disqualifier. Moi, je ne suis pas capable de dire qu'il a gagné grâce aux théories du complot. Ce que je peux constater, c'est qu'il a gagné malgré son avec recours les faits alternatifs. Abusif, exactement, aux faits alternatifs, aux fake news, et notamment aux fake news complotistes. Et ça nous interroge sur la santé de la démocratie américaine. Trump est autant un symptôme du dérèglement de la démocratie américaine qu'un agent de déstabilisation. Alors, il y a une secte aux États-Unis qui, en particulier, fait campagne pour lui très ouvertement, c'est QAnon. QAnon, oui. Alors, ça, expliquez-nous QAnon. Si vous voulez, c'est plus un phénomène, et un phénomène conspirationniste qu'une secte. C'est apparu, en fait, dans la première année du mandat de Donald Trump. C'est la lettre Q, comme ça, qui est brandie dans les manifestations des partisans de Trump. En fait, Q est un compte apparu sur un forum, 4chan, 8chan, qui nous explique qu'il est en fait un haut gradé américain, un officiel, et qui délivre des messages sibyllins codés que toute une communauté de QAnoners doivent décoder. Le anon de QAnon, ça veut dire anonyme, tout simplement. Oui. Et à partir de là, s'est mis en place un récit, une dramaturgie complètement délirante, selon laquelle, en fait, Trump ne pourrait pas le dire publiquement, mais serait le champion de la lutte contre la pédocriminalité et démantèlerait dans l'ombre de grands réseaux pédocriminels tenus, en gros, par les Juifs, par les démocrates, par la gauche, les liberals, Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama en premier, et que, en réalité, il est aux prises avec un État profond qui serait gouverné par cette cabale. Il parle même de cabale. État profond, expression utilisée par Michel Onfray en France. Bien sûr, depuis le début de l'année, il a même sorti le numéro 2 de sa revue Fonds Populaire, un dossier sur cet État profond dont, nous dit-il, il est le vrai pouvoir qu'il faut faire tomber, le pouvoir invisible. Donc il y a une partie du discours politique, je prends celui de Trump, qui est issu de ces théories complotistes. Bien sûr, oui. Et qui s'appuie sur un électorat très influencé par ces théories. Très influencé et très... Globalement, ils sont d'extrême droite. Ah oui, évidemment, très influencé, très extrémisé, mais au-delà de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, ça touche aussi
des sympathisants démocrates, des sympathisants de Bernie Sanders, qui reprennent à leur compte, et c'est nouveau, ces éléments de langage de la communauté des QAnon. Là où c'est très inquiétant également, c'est qu'il s'est passé quelque chose en 2020, c'est que cette idée qui est très propre à l'histoire américaine, la vie politique américaine actuelle, de QAnon, a franchi l'Atlantique. On en parle aujourd'hui en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada, ce qui renseigne quand même sur le niveau de gravité de la situation. Et en Asie aussi, ça existe ou pas? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, ouais. mais en tout cas, on a des groupes de QAnoners francais, francophones, indéniablement. Quel est le profil idéologique de tous ceux qui sont des réceptacles et des acteurs du complotisme? Encore une fois, l'extrémisme politique. C'est très corrélé à l'extrémisme politique. C'est vrai des islamistes, c'est vrai massivement de l'extrême droite, un peu moins, mais quand même, de manière substantielle, de l'extrême gauche. Il y a cette idée, si vous voulez, que la démocratie telle que nous la connaissons est quand même, au fond, illégitime, que c'est une mascarade, que c'est un simulacre, et que le vrai pouvoir est ailleurs. Que Emmanuel Macron, par exemple, a été placé là par des puissances, capitalistes cachées. Voilà. Bon, le CAC 40, la banque, la banque, les Rothschild, ce que vous voulez. Et ça vient quand même questionner les fondements de la démocratie, parce qu'en réalité, en 2017, les gens se sont déplacés, ils ont voté, ils sont allés voter, donc on ne peut pas remettre ça en cause. Il y a un président légitime, il n'est pas... Bien sûr. Ouais, oui. Comment on lutte contre ce complotisme mondial? Comment on lutte contre ces... C'est peut-être naïf comme question. Non, mais je pense d'abord qu'il faut apprendre à vivre avec, parce que c'est fait pour durer. C'est pas une simple poussée de fièvre. Je pense que ça fait partie maintenant, dorénavant, du paysage et durablement. Donc il faut apprendre à vivre avec. Il faut, je crois, cesser d'être complaisant et trop indulgent avec cela. On a vu quand même au cours de l'année 2020, et notamment pendant le confinement, se partager de manière frénétique et massivement, c'est-à-dire parfois avec des millions de vues, des contenus très ouvertement, très explicitement complotistes, complètement délirants, vous expliquant que le Covid-19 était fabriqué par l'Institut Pasteur, par exemple. Pas seulement en laboratoire, que c'était l'Institut Pasteur, et tout ça était un complot d'Agnès Buzyn et de son mari. Enfin, 26% des Français pensent que le coronavirus a été créé dans un laboratoire. Ça fait partie de ce qu'on apprend dans ce sondage. C'est un des sondages. C'est une question qu'on a posée justement au mois de mars. Donc je pense qu'on a franchi une étape dans l'influence qu'a pu gagner cette vision du monde, cet imaginaire complotiste, et que, si vous voulez, je pense que ça dépend de chacun de nous quelque part. On est tous responsables de cela. Si vous avez un ami, un proche qui vous partage des contenus racistes ou antisémites, a priori, vous allez lui dire que c'est pas possible. Vous allez un peu lui faire la leçon, vous allez lui faire honte. Eh bien, il faut qu'avec le complotisme, on apprenne aussi à avoir le même type de réflexe. Parce que on est face à une insulte à notre raison permanente. Oui, parce et avec des conséquences dangereuses. C'est l'inverse du doute méthodique, qui est quand même la manière Absolument. de penser héritée des Lumières. Il y a dans le complotisme, qui se revendique d'ailleurs du doute et du scepticisme, en réalité un scepticisme dogmatique qui s'applique à tout sauf à lui-même. Le doute qui s'applique à tout sauf au doute lui-même, et qui ne remet pas précisément en question ce qui ne vient pas le conforter. Alors, parmi les bizarreries, évidemment, dans toutes ces théories du complot, il y en a une, je voudrais que vous nous expliquiez ça, ce sont les platistes. Alors, les platistes sont ceux qui pensent que la Terre n'est pas ronde, elle est plate. La Terre est un Donc disque. là, il faut être quand même avoir le cerveau un peu... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que un peu dérangé, personne ne devient platiste du jour au lendemain. Les platistes ont à peu près tous le même récit. Ils le sont devenus au terme d'un parcours, d'un cheminement qui les a fait passer et adhérer successivement à tout un tas d'autres théories du complot, que ce soit l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, les Illuminati, etc. Il faut être passé par beaucoup de théories du complot pour déboucher sur le fait que la Terre est plate. Oui, parce qu'il y a l'idée que si on nous a menti sur tout ça, on peut aussi nous mentir sur le fait que la Terre est plate. Lorsque Thomas Pesquet va dans les pièces, fait des photos de la Terre, tout ça est un studio, il fait partie du complot, la NASA également. Les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Et ce qui est fascinant, c'est que la Flat Earth Society aux États-Unis, qui existe depuis très longtemps, qui en fait est liée à des croyants chrétiens qui veulent interpréter la Bible. C'est plutôt les évangélistes.
Alors au départ, c'était ça. Et là, c'est devenu un phénomène qui déborde largement justement le champ des seuls chrétiens fanatiques ou croyants fanatiques extrémistes. On a là un phénomène qui s'est développé clairement avec YouTube. Il y a plus de vidéos platistes sur YouTube aujourd'hui que de vidéos que vous pouvez voir dans toute votre vie. Bien sûr, c'est des années en fait d'heures de vidéos en ligne. Donc de toute façon, on est là face à un phénomène massif, alors qui restera cantonné évidemment dans quelque chose d'assez marginal. Mais aujourd'hui, il y a chaque année des conférences internationales de platistes. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Vous avez aujourd'hui des groupes Facebook sérieux de platistes avec quelques milliers d'abonnés. C'est pas non plus quelque chose de très important, mais ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. Voilà, ça faisait pas partie du Est-ce paysage. qu'aux États-Unis, il y a l'importance des créationnistes, ceux qui pensent que Dieu a créé la Terre en 7 jours? Oui. C'est très important aux États-Unis. Hein. C'est pas marginal. Hein. Il y a ce conflit avec les darwiniens, avec l'enseignement public. Voilà, sur la formation des espèces. Donc, mais il y a ce fond qui consiste à croire quand même que la Terre a été créée en 7 jours. Oui. C'est évidemment, ça surtout, favorise... Et qu'elle a été créée il y a 6000 ans. Et qu'elle a été créée à 6000 ans et pas plus. Oui. Hein, c'est surtout et pas ça. Plus. Et que les dinosaures étaient Mais contemporains c'est ça des le êtres fond humains. quand même des théories Écoutez, non, conspirationnistes. le créationnisme n'est pas en soi une théorie du complot. Ce dont on s'est aperçu à travers la série d'enquêtes qu'on a pu faire avec l'IFOP, c'est qu'elles sont corrélées. Quand vous adhérez au créationnisme, vous adhérez plus facilement aussi à un grand nombre de théories du complot. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aux États-Unis, par exemple, des groupes de platistes, de créationnistes, qui croisent aussi des gens qui sont géocentristes, qui vous disent que en fait, Galilée s'est trompé, que l'Église avait raison, que en réalité, c'est la Terre qui est au centre du monde et le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc ces idées-là qui appartiennent, qui peuvent nous sembler très archaïques, et qui le sont effectivement, qui sont liées à une forme de pensée magique, eh bien avec Internet, elles ont trouvé un lieu comme une sorte de serre où elles peuvent se développer, croître et gagner en influence. Mais en quoi ça fait des dégâts ? Ça fait des dégâts parce que, je vous l'ai dit, fondamentalement, ça menace notre capacité à continuer à vivre en démocratie, telle que nous la connaissons. Parce que, aussi, lorsqu'on ne partage plus la même réalité, le même monde commun, pour parler comme Hannah Arendt... Même le monde physique. Oui, même le monde physique, c'est ça, l'idée qu'on serait sur un disque. Eh bien, le débat démocratique, qui est en fait, comment dire, l'organisation civilisée d'opinions contradictoires qui s'affrontent, eh bien, devient un dialogue de sourds. Parce que si on n'est même pas d'accord sur la forme de la Terre, si on n'est pas d'accord sur les faits, sur la réalité, de quoi vous voulez qu'on discute? Mais au-delà de ça, comment, en démocratie, une majorité peut gouverner contre une minorité avec qui elle ne partage pas la même réalité? Donc ça vient vraiment questionner la démocratie. Et qui est un interlocuteur politique. Et légitime. Et légitime. Exactement. Mais un interlocuteur politique, c'est-à-dire qu'on croise en permanence. Exactement. Et qui se traduit dans les urnes parce qu'il vote plutôt pour les extrêmes, globalement, hein, avec plutôt l'extrême droite, mais un peu aussi l'extrême gauche. Exactement, c'est exactement ça. Ça avec... peut faire des dégâts aussi, pardon, je pense aux anti-masques par exemple, où là on est carrément dans quelque chose qui peut provoquer des infections, des... oui. Ça, c'est sur les vaccins en particulier, notamment le vaccin. On a tout un discours complotiste sur les vaccins. Le complotisme peut vous faire faire de mauvais choix, et notamment en matière de santé publique, c'est un vrai problème de savoir que, d'ailleurs un sondage de février montrait que 26%, là aussi un quart des Français, refuseraient de se vacciner si un vaccin existait contre le Covid-19. Mais il y a dans votre sondage fait avec l'IFOP, 47% des Français pensent que... il y a un complot politico-industriel. Il y a un complot politique pour cacher la nocivité des vaccins. 45% des 47%. Plus de 40. Alors moi, je me rappelle de 43, mais c'est pas grave. C'est très substantiel. Quasi un Français sur deux, quand même. Quasi un Français sur deux pense que... Plus de 2 sur 5. Voilà, donc il y a un discours qui est fait pour masquer la nocivité des vaccins. Voilà. Donc et alors, il faut replacer ça dans un contexte qui est celui où la France est l'un des pays au monde où la défiance antivaccinale, ça peut paraître paradoxal, est la plus forte. Ça tient à quoi, ça ? J'imagine que ça tient à une séquence historique qui a commencé dans les années 90 avec un certain nombre de ratés en matière de politique de santé publique, autour notamment de la question de la vaccination. C'est le pays de Pasteur.
Oui, mais justement, il y a aussi un autre paradoxe qui est que l'anti-vaccination, c'est une maladie de pays riches. C'est une maladie de pays vaccinés, où la couverture vaccinale est très élevée et où certaines maladies ont disparu grâce au vaccin, précisément. Oui. Or, ce qu'on voit réapparaître ici, en Italie, aux États-Unis, dans 2 pays développés, c'est le retour de maladies qu'on sait prévenir grâce au vaccin, la rougeole typiquement, et qui, de nouveau, refont des morts. Vous diriez que le conspirationnisme, c'est antidémocratique? Je crois que c'est une pathologie de la démocratie. C'est le poison de la démocratie. Oui, et je crois que ça accompagne d'ailleurs la démocratie depuis le début, puisque la démocratie, c'est fait avec des êtres humains, avec des gens qui ont des limites cognitives, intellectuelles, et avec leur passion aussi, l'extrémisme. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose dont on n'arrivera jamais complètement à bout, mais qu'il faut précisément réussir à endiguer pour continuer à vivre en démocratie. Il y a un autre élément quand même tout à fait inquiétant concernant les théories du complot, c'est que à travers l'histoire, quand même, ces choses-là ont eu des conséquences funestes. Elles ont accompagné... Le protocole des sages de Sion, inventé par la police tsariste pour lutter contre les Juifs, pour justifier des pogroms, ça a quand même pesé ça a eu des sur le conséquences. XXe siècle de manière tragique. Bien sûr, ça a justifié le passage à l'acte génocidaire, par exemple. Ouais. Et on retrouve ça dans d'autres génocides. Hein. Génocide arménien, Donc génocide c'est pas égyptien. simplement des élucubrations. Pas du tout. C'est un phénomène à prendre au sérieux, avec gravité, avec esprit de sérieux. Vous avez ça chez les terroristes, qu'ils soient des terroristes d'extrême droite, suprémacistes blancs ou des terroristes djihadistes. Leurs gestes s'accompagnent d'un discours qui est un discours à la fois de justification de leurs actes, puisqu'ils expliquent qu'ils n'agissent qu'en état de légitime défense, en fait, pour lutter contre un vaste complot contre leur société, leur race, leur religion. Et au final, ça fait des morts. Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant, Rudy Reichstadt. Juste une question sur le titre de votre livre, L'opium des imbéciles. Ça veut dire que quand on est conspirationniste, on est idiot? Non, mais il faut lire l'imbécile pour comprendre. Il faut lire le livre pour le comprendre. D'accord. Lisons le livre, alors, publié chez Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un très bon livre. C'était très intéressant. Merci Serge, à demain. À demain. Allez, rendez-vous avec Pascal Perry dans une seconde. Il reçoit la directrice générale adjointe de l'IRIS. On va parler économie internationale et compétitivité de la France dans une seconde. Passez une bonne fin d'après-midi. À demain.